Tu ne te retires pas parce que tu es brisé. Tu te retires parce qu'à un certain moment, le bruit commence à t'entailler de l'intérieur. Plus ta pensée devient nette, plus il devient difficile de rester dans des lieux où tout est sonore et presque rien ne porte de sens. Un jour, tu remarques que les conversations ne nourrissent plus. Elles dispersent. Que la proximité ne relie pas toujours. Elle fragmente parfois. Et quelque chose d'inconfortable se met à travailler en silence. L'intuition que ce que l'on appelle la vie sociale n'est pas, pour certains esprits, un refuge, mais une pression continue. Peut-être l'as-tu déjà senti, cette gêne presque imperceptible lorsque tu es entouré, non pas parce que tu méprises les autres, non pas parce que tu te crois au-dessus, mais parce que ton monde intérieur traduit sans cesse, filtre, ajuste. Ta voix, tes mots, tes réactions, tout se module pour s'accorder à l'atmosphère. Et à chaque ajustement, quelque chose se dilue. Rien de spectaculaire. Une perte lente, presque invisible. Puis la soirée s'achève, et une fatigue étrange demeure, sans cause identifiable. Schopenhauer avait pressenti ce mécanisme. Il observait que beaucoup recherchent le tumulte parce que le silence les confronte à eux-mêmes. L'esprit qui pense vit l'inverse. Pour lui, le silence n'est pas une absence, c'est un soulagement. Pas une fuite, un retour. Lorsque la pression extérieure cesse, la tension intérieure se défait. Les pensées peuvent se déployer sans être immédiatement jugées ou emballées. Rien à jouer, rien à défendre, rien à expliquer. Seulement être là. Plus la pensée s'approfondit, moins elle tolère la surface. Les rituels paraissent vides. Les répétitions sans découverte ressemblent à un gaspillage discret de l'existence. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la sensibilité. Certains systèmes nerveux réagissent plus vivement à l'insignifiance qu'au conflit. Ils perçoivent les contradictions que d'autres contournent. Cette lucidité n'handicape pas le lien social, elle le rend exigeant. Et l'exigence trouve rarement sa place dans des espaces fondés sur le rôle. On appelle cela retrait. Ce pourrait être une forme de préservation. Préserver la pensée de la dilution, le sentir de l'émoussement, l'attention de la fragmentation. Schopenhauer n'y voyait pas un défaut, mais l'indice d'une vie intérieure dense. Celui qui porte peu cherche dehors sans cesse, celui qui porte beaucoup devient sélectif. Toutes les présences n'ont pas accès à l'intériorité. Peut-être une culpabilité s'est-elle glissée là. Refuser, se dérober, préférer la solitude à la disponibilité permanente. On t'a appris que la participation était la norme, que la distance signalait un déséquilibre. Mais si cette normalité te vidait lentement, si le besoin d'être seul n'était pas un manque, mais une forme de respect de soi, dans le silence quelque chose se réorganise. Tu t'entends de nouveau, non la version qui fonctionne, mais celle qui perçoit. Les pensées ne s'alignent pas, elles s'approfondissent. Les questions ne se résolvent pas plus vite, elles gagnent en précision. Et soudain une impression, être plus vivant quand rien n'est exigé de toi. Aucun regard à soutenir, aucune réaction à calibrer. Seulement la conscience. Si quelque chose en toi reconnaît cela, ce n'est pas un égarement. C'est peut-être le signe d'un regard devenu plus exact. Et c'est souvent ici que certains esprits commencent à se détacher du vacarme social. Non par mépris, par nécessité. Lorsqu'on a appris à penser clairement, il devient difficile de demeurer là où la pensée n'est qu'un décor. Mais comprendre l'attrait du silence conduit inévitablement à une question plus nue. De quoi se retire-t-on vraiment? Et qu'est-ce qui retient encore tant d'autres à l'intérieur de ce mouvement continu? Schopenhauer allait plus loin. Ce que beaucoup célèbrent comme convivialité lui apparaissait rarement comme un échange neutre. Sous la politesse, sous l'humour, sous les habitudes, il percevait une mécanique discrète, comparaison, positionnement, délimitation. Qui compte? Qui s'impose? Qui cède? Pour beaucoup, cela reste invisible parce qu'ils s'y fondent. Pour l'esprit éveillé, la structure devient difficile à ignorer. Derrière les sourires, un besoin. Derrière les paroles, une tension. Et plus le regard s'éclaircit, moins il est simple de participer sans distance. Le penseur finit souvent par sentir que les espaces sociaux ressemblent davantage à des scènes qu'à des lieux de vérité. On parle pour produire un effet. On écoute pour répondre. La profondeur, elle,
exige lenteur. Elle tolère l'incertitude. Elle accepte de ne pas savoir immédiatement. Or, les dynamiques collectives valorisent l'inverse. Position rapide, identité lisse, certitudes prêtes à l'emploi. Celui qui hésite dérange. Celui qui questionne ralentit. Celui qui se tait disparaît. Schopenhauer n'y voyait pas une faute morale, plutôt une limite humaine. Beaucoup ne cherchent pas la vérité dans l'autre, mais un reflet rassurant. Commencer à penser réellement, c'est déjà sortir de ce système. Non par supériorité, par incompatibilité. Certaines poses inquiètent, certaines questions ne trouvent pas de place. L'honnêteté peut sembler étrangère. Alors naît une tension particulière. Être parmi les autres, et pourtant sans résonance. Non une solitude affective, une solitude existentielle. Les pensées n'ont pas d'écho. Expliquer fatigue. Chaque explication exige de simplifier, et simplifier ressemble parfois à trahir ce que l'on perçoit. Le retrait devient alors plus conscient. Le silence n'est plus accidentel. Il devient un choix. Non une fuite, mais un filtre. Dès que la pression extérieure diminue, quelque chose se stabilise. La pensée se précise. Le sentir s'apaise. Être seul n'enlève rien. Cela restitue une cohérence souvent perdue dans le flux social. Schopenhauer parlait d'autosuffisance intérieure. Celui qui découvre une richesse en lui cesse de dépendre d'une stimulation constante. Trop d'extérieur finit par troubler l'intérieur. Les pensées se fragmentent. L'attention se disperse. On devient réactif plutôt que clair. Et une perception plus dérangeante surgit parfois. Certaines relations relèvent davantage de l'habitude que du lien. Proximité n'est pas toujours profondeur. Beaucoup parlent pour éviter de sentir. Se rassemblent pour ne pas se rencontrer eux-mêmes. Pour l'esprit sensible, cette dissonance devient difficile à soutenir. Un seuil se forme alors. On ne va plus partout. On ne se justifie plus sans cesse. On écoute plus finement, mais on parle moins. Moins de voix autour, plus d'espace en soi, moins d'échanges, davantage de substance. Pourtant, ce mouvement est souvent mal compris. Distance, froideur, arrogance, dira-t-on. On projette sur celui qui se retire la peur que l'on porte face à sa propre solitude. Mais ce retrait n'est pas celui du manque. Il naît parfois d'un excès. Non parce qu'il n'y aurait rien à trouver, mais parce que trop se perd en restant. Schopenhauer savait que ce chemin n'est pas confortable. En se désengageant intérieurement, on perd certains appuis sociaux. Mais une autre force apparaît, une souveraineté silencieuse. Et cette souveraineté mène à une interrogation plus radicale encore, non plus seulement sur le social, mais sur le lieu même où le sens prend naissance. Car ce que l'on rencontre dans le silence n'est pas vide, c'est une confrontation. Et elle attend déjà. Dans la solitude, quelque chose devient possible que le mouvement social empêche souvent. Les masques ne tombent pas avec fracas. Ils cessent simplement d'être nécessaires. Plus personne à convaincre, plus d'images à maintenir, plus de rôle stabilisateur. Seulement la pensée, sans filtre. Et là commence l'épreuve véritable. Ce qui apparaît d'abord n'est pas la paix, c'est la vérité. Beaucoup évitent l'isolement non parce qu'ils auraient besoin des autres, mais parce qu'ils peinent à se soutenir eux-mêmes. Sans distraction, certaines questions remontent, une agitation ancienne, des doutes restés sans voix. Mais aussi quelque chose de plus exigeant, la clarté. La clarté retire les prétextes. Elle montre où l'on s'est plié pour appartenir, où l'on s'est tu en voyant pourtant, où l'on s'est réduit pour ne pas déranger. Et elle éclaire pourquoi le retrait est devenu inévitable, non faiblesse, mais refus intérieur de se déformer davantage. Schopenhauer nommait cela indépendance intérieure, un point où l'on cesse d'être défini par l'approbation ou le rejet. Celui qui y parvient n'a plus besoin d'une validation permanente. Il se tient à partir de lui-même. Une telle posture déroute souvent. Un être qui ne cherche pas est difficile à orienter. Le regard sur le monde change alors. On perçoit combien la vie sociale est traversée par la peur. Peur d'être insignifiant, d'être exclu, d'entendre le silence. Beaucoup de liens naissent d'une fuite partagée plutôt que d'une rencontre. Ce constat n'accuse pas, il constate. La solitude cesse d'être un état pour devenir un espace. Un lieu où la pensée gagne en densité, où les contradictions peuvent coexister.
où le temps ralentit sans perdre sa précision. Et avec cette lenteur vient une conséquence discrète. On devient moins influençable. Schopenhauer y voyait une forme de liberté. Celui qui a appris à être seul peut revenir parmi les autres sans se dissoudre. Non par besoin, par choix, non pour recevoir, mais parfois pour offrir. Certains ne reviennent jamais vraiment, ayant découvert qu'ils ne regrettaient pas ce qu'ils croyaient indispensable. Le chemin se resserre alors. On peut rire, parler, participer, mais autrement. Plus éveillé, plus sélectif. On entend ce qui se dit, et aussi ce qui se tait. On ressent la proximité et ses limites. La profondeur apparaît rare, non parce qu'elle serait inaccessible, mais parce qu'elle intimide. Pour Schopenhauer, tel est le prix de la lucidité. Voir coûte l'appartenance. Penser coûte le confort. Se rejoindre soi-même ne garantit pas d'être compris, mais confère une stabilité discrète. Peut-être est-ce pour cela que tu as appris à rester seul. Non par absence de désir, mais pour préserver un lieu intérieur que rien ne relativise. Ce retrait n'était peut-être pas une perte, plutôt une correction. Et si ces mots ne t'expliquent rien mais résonnent malgré toi, c'est peut-être qu'ils ne font que nommer ce que tu savais déjà, que ton besoin de silence n'est pas une faille, que ta distance n'est pas un défaut, que ta solitude ne travaille pas contre toi, elle travaille pour toi. Schopenhauer l'aurait formulé sans détour. Celui qui apprend à être seul cesse de se disperser et commence à se soutenir lui-même. Le reste vient plus tard, ou ne vient pas. Et dans les deux cas, quelque chose demeure supportable.